Bonjour, je m'appelle Teddy Linet, je suis gynécologue obstétricien au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan à Challans en Vendée. Nous allons aborder aujourd'hui la contraception du postpartum. Il y a eu des nouveautés depuis les recommandations pour la pratique clinique de 2015, donc on va aborder un petit peu cela en fonction des nouvelles notions qui ont été publiées. Alors en réalité, si on peut, l'idéal est d'attendre au moins 18 mois entre deux naissances, tant pour la mère que pour l'enfant. Et donc l'idéal dans la contraception du postpartum est d'essayer d'envisager un espacement des grossesses, si c'est le souhait de la patiente, qui soit au moins de 18 mois. On s'est rendu compte dans le postpartum qu'au final, le retour à la fertilité était assez tôt. On estime que globalement, on peut obtenir des ovulations à partir de la 3e semaine chez les patientes qui n'allaitent pas. Donc, en conséquence, on a aussi un taux de grossesse non prévue qui est relativement fort dans le postpartum. C'est une période de fragilité. On estime à environ 4000 femmes celles qui vont avoir besoin d'avoir accès à l'interruption volontaire de grossesse en France sur des données de 2007 dans les 6 premiers mois qui suivent le postpartum et 8000 femmes dans l'année qui suit la naissance. Ce qui correspond à peu près à 2% des IVG pour les 6 premiers mois et à peu près 4% des IVG dans l'année qui suit. Alors par ailleurs, la sexualité dans le postpartum reprend assez vite. Il y a à peu près la moitié des femmes, on estime à peu près 43%, qui ont eu des rapports sexuels dans les 6 semaines qui suivent la naissance. Et malheureusement, moins de la moitié utilisent une contraception sur prescription. Alors est-ce que la visite postnatale est le bon moment pour envisager l'accès à la contraception? C'est un moment, mais c'est un moment qui est un peu tardif. D'abord parce que la sexualité a repris, et puis c'est un moment qui est incertain puisqu'on estime jusqu'à 40% le nombre de femmes qui ne reviendront pas nous voir lors de la consultation postnatale. Donc c'est un moment qui est intéressant, mais qui est peu fiable en fait pour instaurer tout ça. Et par ailleurs, les patientes qui pratiquent l'aménorrhée lactationnelle, on verra par la suite, ne sont pas les plus fréquentes, et notamment dans cette période-là, dans la grande majorité des cas, l'aménorrhée lactationnelle a été abandonnée. Alors quand exactement devons-nous envisager la contraception? Probablement avant même l'accouchement. On estime que plus l'information sur la contraception va être tôt dans la grossesse, plus le délai entre deux naissances va être grand. Donc pas ensuite de couche probablement, mais c'est déjà un petit peu tard. L'idéal serait probablement d'en parler déjà tout au long de la grossesse et même au début de la grossesse. Alors, concernant les types de contraception que l'on peut utiliser dans le postpartum, encore une fois, ce sont les LARC, donc le dispositif intra-utérin au cuivre, le système intra-utérin au levonorgestrel et l'implant contraceptif, qui sont les contraceptions les plus efficaces et de loin dans cette utilisation particulière. Sur des données qu'on voit sur le tableau de droite, donc le diagramme, on se rend compte que les œstroprogestatifs, certes, sont un peu efficaces, mais par rapport aux patientes qui ont choisi une contraception non remboursée, on a simplement une diminution aux alentours de 0,8 d'efficacité sur les hazard ratios. C'est peu par rapport au dispositif intra-utérin, au système intra-utérin, où on est à 0,2, on a une efficacité qui est encore une fois au moins 4 fois supérieure lorsqu'on utilise ce genre de contraception dans le postpartum par rapport aux œstroprogestatifs et bien sûr beaucoup plus que les contraceptions non remboursées. Donc il y a encore une fois une place très importante pour ces 3 types de contraception chez les femmes de manière générale, mais aussi dans cette période de la vie. Alors quand le poser, on peut aussi le poser dans le postpartum immédiat, c'est des données qui sont relativement récentes. On s'est rendu compte qu'il était possible de poser des dispositifs intra-utérins, même juste dans les suites d'un accouchement. L'implant contraceptif peut être posé aussi lors de l'hospitalisation de la patiente. Donc non seulement, évidemment, toutes les patientes qui sont en hospitalisation vont pouvoir avoir accès à la contraception, on ne les perd pas de vue, mais d'autre part, il est possible même que la tolérance soit plus forte. Et on estime globalement qu'à 2 ans, on va avoir 88 grossesses non prévues en moins pour 1000 femmes dans les suites d'une naissance. Donc probablement, encore une fois, c'est important d'envisager la contraception bien avant même l'accouchement pour qu'elle puisse être prête à envisager une contraception réversible d'action longue qui pourrait être posée dans les suites de la naissance. Alors, pour les patients qui allaitent, il ne faut pas les laisser sans filet en pensant que la méthode d'aménorrhée lactationnelle va suffire. C'est une bonne méthode, on va le voir tout à l'heure, mais ce n'est pas suffisant. 40% des femmes seulement allaitent encore à 3 mois, donc il faut envisager. Et seulement 21% sur des données françaises allaitent de manière exclusive dans les 3 mois qui suivent une naissance. Or, on sait que pour que l'aménorrhée lactationnelle fonctionne, il faut que ça soit un allaitement exclusif. Donc du coup, il faut envisager
une prescription d'une contraception, même si celle-ci ne va pas être utilisée initialement par la patiente lors de l'allaitement, pour pouvoir permettre d'améliorer l'accès et le nombre de cycles contraceptés chez les femmes. Et encore une fois, il ne faut pas attendre la visite postnatale pour avoir un retour sur l'allaitement, car malheureusement les patientes ne viennent pas toutes. Ce qui veut dire que pour la sortie de la maternité, il n'y a aucune raison de prescrire une contraception seulement sur 3 mois, prescription sur 1 an, même si ce n'est pas la contraception la plus idéale, la patiente pourra peut-être la continuer au moins 1 an, le temps de prendre un rendez-vous pour la changer si celle-ci ne lui convient pas. Donc n'hésitez pas à faire une ordonnance sur 1 an lorsque vous avez une patiente qui sort de la maternité. Alors une des contraceptions spécifiques du postpartum, c'est l'aménorrhée lactationnelle pour les patientes qui allaitent. Le principe de l'aménorrhée lactationnelle, c'était de faire un allaitement maternel exclusif à la demande de l'enfant. Alors à la demande, mais avec des variations, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il n'y ait pas plus de 4 heures entre 2 tétées la journée et pas plus de 6 heures entre 2 tétées la nuit. Il faut que ça se fasse dans les 6 premiers mois qui suivent l'accouchement. Et chose souvent qui est oubliée, il faut que la patiente soit en aménorrhée. Et en aménorrhée, ça veut dire qu'il faut qu'elle n'ait plus de saignement à partir du 10e jour dans le postpartum selon la définition. On se rend compte que finalement l'aménorrhée lactationnelle selon la méthode dite MAMA est assez compliquée et en pratique, elle est peu suivie et peu faite par les femmes. On a seulement 20 à 26% des patientes qui arrivent à faire correctement une méthode d'aménorrhée lactationnelle selon le consensus de Bellagio. Deuxièmement, on s'est rendu compte que les patientes qui étaient dans le groupe d'aménorrhée lactationnelle n'avaient pas plus de grossesse que les patientes qui faisaient un allaitement simple exclusif. Donc au final, le fait de contraindre les patientes à allaiter toutes les 4 heures en journée et toutes les 6 heures la nuit n'a pas montré une efficacité particulière par rapport à l'efficacité contraceptive. Du coup, il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'embêter les patientes par rapport à ces horaires. Deuxièmement, lorsqu'on choisit une aménorrhée lactationnelle, il faut prévenir les femmes que du fait de la reprise de la contraception au moment des règles, il faut accepter l'idée d'avoir pris un petit risque, qui est celui de l'ovulation, puisque lorsque les règles arrivent, cela laisse supposer que les patientes ont ovulé avant. Donc cette information, ce n'est pas une mauvaise méthode, mais un allaitement exclusif seul, dans les 6 premiers mois de la naissance, chez une patiente qui accepte le risque, c'est acceptable à condition de prévoir que celui-ci soit arrêté et qu'on puisse revoir la femme ou qu'on lui ait déjà donné une contraception de secours si jamais il y a un arrêt. Deuxième spécificité du postpartum, c'est le risque thromboembolique qui est vraiment très important. Ces données sont 2014. Sur le petit schéma que vous voyez à droite, on se rend compte que le risque principal sur les 3 premières semaines, mais entre 4 et 6 semaines, le risque est considéré comme très important. Le Collège national des gynécologues obstétriciens, lors de ses recommandations en 2015, avait déjà émis le fait que dans les 6 premières semaines, le risque était trop important pour proposer un œstroprogestatif, même chez les femmes qui n'allaitent pas. Du coup, les sociétés savantes qui ont publié ensuite ont émis exactement les mêmes recommandations de patienter 6 semaines, donc beaucoup plus que les 3 semaines que l'on réalisait auparavant. Parallèlement, le CRAT, donc le Centre de référence sur les agents tératogènes, a émis une recommandation sur l'utilisation possible d'un œstroprogestatif même chez les femmes qui allaitent, du fait d'un surrisque sur l'allaitement et d'un surrisque sur la santé des femmes qui est considéré comme suffisamment négligeable pour pouvoir le proposer en 2e intention. Ce n'est pas une prescription de première intention, mais lorsqu'on est dans l'embarras par rapport à une femme et qu'il n'y a pas d'autre solution que de prescrire un œstroprogestatif, il est possible de l'envisager à partir de la 6e semaine, si jamais on n'a pas d'autre solution. Pour terminer, on va retrouver ici le tableau de l'OMS par rapport aux instaurations contraceptives en fonction des différents modes de contraception. Ce tableau est quasiment équivalent à celui que propose le Collège national des gynécologues obstétriciens en 2015. On observe la possibilité de poser un DIU dans les suites de l'accouchement jusqu'aux 48 premières heures. C'est une pratique qu'on fait peu en France. Il y a assez peu d'équipes qui le réalisent. Il y en a de plus en plus. Ça demande une discussion, bien sûr, bien auparavant de la grossesse pour pouvoir l'envisager. On l'a vu que c'était efficace. Malheureusement, encore aujourd'hui en France, il y a trop de freins pour que ce genre de pratique soit faite. En général, on le réalise chez nous à partir de la 4e semaine, que la patiente ait eu ou non une césarienne. Cela ne change rien à notre réflexion sur la contraception chez ces femmes. L'implant contraceptif est possible dès l'accouchement, c'est important, c'est aussi une recommandation du collège qui va à l'encontre de ce que avait proposé l'HAS en 2013, car la HAS avait fait une remarque qui était plutôt scientifique mais pas pragmatique. En réalité, il n'est pas dangereux de proposer l'implant contraceptif dans les suites immédiates d'un accouchement, donc vous pouvez le proposer. La stérilisation féminine, bien sûr, peut être réalisée en cours de césarienne, à condition de respecter la loi du 4 juillet 2001. Et puis, on attend
pour la réalisation de la stérilisation si on ne rentre pas dans ce contexte-là lors de l'accouchement, la 6e semaine, que le risque thromboembolique soit diminué. La stérilisation masculine, eh bien, on respecte la loi et là, évidemment, ça n'a aucun rapport par rapport à l'accouchement, ça peut être proposé à n'importe quel moment. Les progestatifs oraux, dont les microprogestatifs, suivent exactement la même réflexion que sur l'implant contraceptif, peuvent être proposés au plus tôt. On a vu que les patientes peuvent commencer à ovuler à 3 semaines au plus tôt. Il n'y a pas de raison d'attendre particulièrement ces 3 semaines pour proposer une contraception, ce d'autant que les patientes risquent d'oublier de la reprendre au moment où elles risquent d'en avoir besoin. Le préservatif et spermicide, il n'y a pas de souci particulier par rapport au postpartum. Par contre, pour le diaphragme et la cape cervicale, pour le peu de patientes qui l'utilisent, il faut le savoir, il faut attendre que la sphère génitale reprenne une forme qui soit plus adaptée à la forme initiale avant d'envisager la pose d'un diaphragme ou d'une cape cervicale, soit à peu près 6 semaines. Logiquement, la patiente devrait s'examiner elle-même pour observer s'il y a une différence ou pas de taille, car si c'était le cas, il faudrait pratiquer une adaptation de la taille, notamment par exemple à la cape cervicale où le col peut changer de taille. Pour l'allaitement, on l'a vu, l'aménorrhée lactationnelle qui est valable dès l'accouchement jusqu'au 6e mois. Les progestatifs injectables, peu utilisés chez nous, mais on va attendre la 6e semaine car ce sont des doses qui sont relativement fortes. L'OMS avait des craintes par rapport à l'impact éventuel sur l'allaitement. Et puis, les œstroprogestatifs combinés, pour l'OMS, on est un petit peu comme pour les recommandations du collège, qui commencent à 6 mois, même si on l'a vu pour le CRAT, il est envisageable en 2e intention de le prescrire chez ces patientes si on n'a pas d'autre solution. Chez les patients qui n'allaitent pas, les progestatifs injectables peuvent être prescrits dès le départ, même s'ils sont peu utilisés chez nous. Et les œstroprogestatifs, on l'a vu, sont possibles dès la 3e semaine pour l'OMS. Le collège a dit 6 semaines, parce que le risque vasculaire est trop fort et qu'en conséquence, en général, il est préférable de prescrire à 6 semaines que de le prescrire plus tôt à 3 semaines. Je vous remercie.